C'est bon, merci. Merci à tous. Je vois que certains sont venus aux 3 conférences, sont restés. Donc merci pour votre fidélité. On va commencer cette dernière conférence donc, de Fashion Rendez-vous par Ego de Fashion et Première Vision. Allez-y Bruno. Avec le dernier sujet qu'on a effleuré un petit peu ce matin. Quand on a parlé des données, de l'importance des données, de la preuve par la donnée face au greenwashing, c'est le dialogue, la source de tout, et notamment le dialogue entre marques et fabricants pour arriver, parce que dialoguer c'est bien, mais autant que ce soit productif à des collaborations, co-création, co-construction pour travailler ensemble face aux défis écologiques de la mode. Isabelle l'a dit, Isabelle Lefort l'a dit d'un mot tout à l'heure. Si on rappelle le contexte économique et politique et géopolitique de l'enjeu de ce dialogue, on a d'un côté des fournisseurs, des fabricants à travers le monde qui sont en pleine tension, citons le Pakistan, le Vietnam, le Bangladesh, pour diverses raisons géopolitiques et sociales. Et en face, si on regarde juste ce qui se passe en France, on a un marché de l'habillement en plein marasme. Isabelle donnait les chiffres tout à l'heure. 15 000 emplois perdus ou menacés en France depuis le début de l'année dans le textile et habillement. Mais cette situation, je ne vous l'apprends pas, vous la connaissez. C'était juste pour rappeler l'importance de ce dialogue. Et c'est ce dont nous allons parler avec, autour de cette table. Je vous propose une petite présentation rapide pour que chacun vous identifie. Kachen Hong, le groupe Etam, vous pilotez la stratégie RSE. C'est bien ça. Normalement, il est allumé, le micro. Alors bonjour, donc Kachen, directrice RSE du groupe Etam. Très rapidement, le groupe Etam, donc entreprise familiale, centenaire et indépendante. On réalise un petit milliard de chiffre d'affaires. Au sein du groupe, on peut retrouver plusieurs marques. Etam, évidemment, Undies, Maison 123. Donc on est leader de la lingerie en France et 7e acteur international. Le groupe a amorcé sa transition écologique il y a à peu près 3 ans. Et donc, on reste très, très actif sur ce sujet-là avec une équipe de 10 personnes. Et on en reparlera tout à l'heure, mais je rajoute ce chiffre, 250 fournisseurs avec 350 usines, principalement en Asie. Vous nous raconterez comment vous travaillez avec eux. Elie Kayat est avec nous également. Bonjour. Directeur RSE de Lectra. Alors quand je regarde sur Internet, simplement, leader mondial des systèmes de découpe de matériaux souples et créateur également de logiciels de modélisme. Et vous proposez aussi des services autour de la data. Lectra, c'est quoi ? 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Exactement. Et combien de personnes ? 2600 personnes. Voilà. Lectra, c'est un partenaire pour l'industrie de la mode qui aide à produire mieux et à produire plus juste. Alors justement, à travers les offres dont vous avez parlé, comme je te disais tout à l'heure, aussi une nouvelle offre aussi autour de la traçabilité et qui a vraiment vocation à pouvoir aider les partenaires de l'industrie de la mode tout au long de la chaîne. Effectivement, vous faites partie de ces partenaires, comme Laure, à qui je vais passer la parole, qui deviennent indispensables au dialogue, effectivement, parce que vous apportez vos pierres à l'édifice, vos savoir-faire, votre expertise, qui va permettre aux uns et aux autres de dialoguer. Laure Betsch, cofondatrice de Fairlymen, que vous avez créé il y a 5 ans, maintenant, avec Camille Le Gall. Rappelez-nous de quoi il s'agit, rapidement. Tout à fait, donc on est une société à mission. Notre mission, c'est d'améliorer l'impact à la fois social et environnemental de l'industrie textile. Et donc aujourd'hui, on propose une solution qui permet aux marques de tracer leurs différents fournisseurs. Parce qu'on ne l'a pas encore cité, mais c'est une industrie qui est très opaque. La plupart des marques connaissent le rang 1, le rang 2, mais en réalité, il y a beaucoup d'enjeux au-delà de ces rangs-là. Ensuite, on récupère cette information et on fait une analyse de cycle de vie. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. On propose aussi un module communication pour que les marques puissent facilement transmettre cette information à leurs consommateurs. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 60 personnes. Tout le monde a cité son chiffre d'affaires. Moi, je ne vais pas le citer. Mais voilà, on travaille sur tous ces enjeux et on aide les marques à la fois du luxe jusqu'au mass market à progresser sur leur feuille de route RSE.
Merci. Bruno Dahan est avec nous. Avant que vous vous présentiez, parce que c'est vous qui me les avez donnés et que vous êtes un peu leur représentant aujourd'hui, l'industrie textile en France, selon les chiffres 2021, on rappelle, c'est 2200 entreprises, 62 000 salariés. Alors voilà, c'était en 2021, donc j'imagine que ça a changé aujourd'hui. En tout cas, vous présidez Bugis, la maille verte vosgienne, et vous êtes président de la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire. Ça représente, pour vos entreprises à vous, ça représente à peu près combien de personnes? Quel chiffre d'affaires? On est un petit peu les représentants des derniers villages gaulois qui tentent de résister aux décennies de mondialisation. Donc Bugis, c'est 32 salariés et on est spécialisé sur la fabrication des étoffes en maille essentiellement destinées à l'habillement, textile-habillement. Et une autre entreprise qui est dans les Vosges, qui, elle, a les mêmes métiers, mais qui est orientée vraiment sur les tissus à fonctionnalité pour les équipements de protection individuelle pour l'automobile. Alors, on va voir que pour se parler, vous avez déjà soulevé la chose. Laure, jusqu'ici, il y avait beaucoup de choses opaques. Il y avait beaucoup de choses qui ne se disaient pas, d'échanges qui ne se faisaient pas. Et finalement, les uns et les autres, vous le reconnaissez, que ce soit du côté des marques ou du côté des fournisseurs. Heureusement, les choses changent. Et peut-être que pour se parler, la première chose, c'est qu'il faut parler la même langue. Et il faut accepter de donner des informations et de partager. C'est bien ça, pour pouvoir se parler. Justement, Ferling-Med, c'est un petit peu votre sujet, n'est-ce pas ? Tout à fait. En fait, je pense qu'il y a eu une vraie évolution. Les choix des fournisseurs, avant, étaient faits vraiment sur la qualité, le prix, les délais. Et heureusement, c'est toujours le cas. Mais maintenant, il y a une nouvelle chose qui entre en jeu, c'est la capacité à partager ces données. Et donc, en tant que tiers de confiance, on est vraiment facilitateur dans tout ce process. Parce qu'en réalité, en fait, c'est assez chronophage comme tâche. Donc, en fait, si une marque souhaite se lancer dans cet objectif de traçabilité, concrètement, elle va demander au premier fournisseur qu'elle connaît avec qui tu travailles. Et ainsi de suite. Elle va récupérer ensuite plusieurs documents, notamment des certificats de transaction, des factures. Et ensuite, il va falloir les ranger dans un drive. Il va falloir s'assurer que ces certificats sont toujours à jour d'année en année. Et c'est faisable sur une petite collection, mais dès qu'on commence à imaginer un travail à l'échelle, ça demande un travail absolument faramineux. Et donc, en tant que tiers de confiance, justement, on va faire tout ce travail-là. Donc, comment est-ce qu'on travaille, nous? La première étape, ça va être de se connecter aux logiciels existants des marques, qui sont souvent des PLM. Et donc, ça nous permet justement de ne pas demander à la marque de ressaisir l'information et d'éviter justement qu'il y ait des erreurs. Ensuite, on va gérer en fait tous les échanges avec les fournisseurs. Donc, on va en fait envoyer des questionnaires à partir de notre plateforme pour récupérer une information et la restituer. Et donc, on va ensuite fournir une note de traçabilité en fonction des différents maillons de la chaîne qu'on a été capable d'identifier, une note de durabilité, une note de recyclabilité, un scoring environnemental et un scoring social. Et donc l'idée, c'est que la marque puisse justement avoir une vision de ses impacts pour comprendre où sont les plus gros sujets à traiter pour ensuite être capable de les améliorer. Et effectivement, continuer à avancer ensuite avec les fournisseurs. Je voudrais continuer sur cette question des informations. Je vais vous donner la parole, Élie. Mais est-ce que pour vous, c'est un sujet, Kachen, vous qui avez, je disais, 250 fournisseurs, principalement en Asie, mais depuis longtemps? C'est-à-dire que ce sont des fournisseurs fidèles. Donc aujourd'hui, quelle maturité vous avez ensemble sur la circulation de l'information entre les uns et les autres ? Alors donc en fait on n'est pas vraiment très représentatif du secteur du textile puisqu'on est de la lingerie. La lingerie, imaginez un soutien-gorge avec plein de petits composants. C'est un produit extrêmement technique. Donc ce sont des fournisseurs avec qui on travaille depuis très longtemps et on nomine la plupart de nos composants. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher un élastique chez A et puis la saison d'après chez B. On va plutôt nominer nos fournisseurs d'élastiques et de coques, etc. Donc on est un peu atypique dans le secteur du textile, puisqu'on connaît non pas uniquement les rangs 1, mais nos rangs 2, rangs 3 sur une grosse partie de nos produits. Après, on fait également du prêt-à-porter, et là, c'est là où je rejoins Laure, c'est que voilà,
En effet, on a moins la traçabilité sur les produits de prêt-à-porter. Nous, Groupe Etam, on a mis en place un outil de traçabilité, donc similaire à celui que propose Fairly Made il y a 2 ans. On y travaille, c'est pas facile, donc il y a un dialogue en permanence qu'il faut mettre en place. Beaucoup de formation, beaucoup de sensibilisation. Le fournisseur, lui, il va être confronté à des essais de plusieurs de ses clients. Donc lui, il se retrouve avec 3 outils en 3 langues différentes, avec des exigences différentes. Donc ça, c'est aussi une problématique que les fournisseurs nous ont beaucoup remontée. Non, mais oui, donc en effet, on a la chance de travailler avec des fournisseurs de confiance qu'on connaît bien. Et maintenant, en fait, main dans la main, ensemble, on essaye d'aller vers une traçabilité, plus de transparence. Je me permets une petite parenthèse sur la transparence, parce que le groupe Etam a lancé pour l'ensemble de ses produits lingerie un projet de transparence qui consiste à insérer une petite vidéo de l'usine dans la fiche produit du produit, qui nous permet de voir l'usine. Alors j'insiste beaucoup, c'est de la transparence. Je ne dis pas que... on a notre politique de conformité qui vient soutenir cette transparence. Mais le projet de transparence vous ouvre la porte des usines et c'est vraiment l'usine dans laquelle ce produit a été fabriqué. Donc on a fait sur 100% de nos références de lingerie. Et là, c'est un premier pas. Le débat, on parlait tout à l'heure de l'opacité du secteur. Je me souviens très bien du débat il y a 2 ans de est-ce qu'on publie, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on ne dévoile pas nos fournisseurs à nos concurrents, et est-ce que nos fournisseurs vont accepter d'ouvrir les portes, filmer et nous laisser dévoiler l'usine à nos clientes. En fait, finalement, c'est très facile. Nos concurrents connaissaient déjà tous nos partenaires, puisqu'en fait, le monde de la lingerie est quand même plutôt petit. Et puis, le fournisseur, en fait, il était plutôt content d'être partenaire du groupe Etam et affiché en tant que tel. Donc c'est là où on se dit qu'en fait le dialogue, le fait d'avoir une relation depuis plusieurs années, donc en moyenne la durée de collaboration est de 12 ans et sur les très gros fournisseurs on peut aller jusqu'à 20-25 ans. Donc cet été à Hong Kong j'ai rencontré un fournisseur qui me parlait de notre big boss quand il était ado. Enfin, voilà, ils connaissent bien la famille Melchior. Donc ça c'est un confort et c'est ce qui renforce et c'est précieux. C'est précieux et voilà, le dialogue est plutôt bon. Effectivement de l'humain. Et vous aviez publié, juste pour terminer sur ce point, la liste de vos fournisseurs, la liste exhaustive de nos fournisseurs sur notre site internet et notre rapport d'impact. Élie, comme Laure, finalement, vous vous positionnez, puisque vous êtes au centre, vous avez les marques d'un côté, les fournisseurs de l'autre, vous voyez ce qui se passe, vous connaissez la situation des uns et des autres, et ce que vous dites, c'est ce sur quoi vous travaillez, en tout cas, c'est que vous êtes aussi des facilitateurs de dialogue. Alors, tout à fait. Alors, juste avant d'y arriver, je voudrais dire pourquoi c'est important d'avoir ce dialogue et pourquoi c'est important de collaborer. Donc, dans quel but? Le but, aujourd'hui, de la collaboration, c'est de trouver la porte de sortie dans le mur écologique qui se dresse en face de nous. Et cette porte de sortie, c'est produire mieux. Produire moins pour consommer moins, mais mieux. Et notre ambition, et je pense l'ambition de tous ceux qui veulent un changement dans le secteur, c'est de pouvoir contribuer à ce résultat. Et ce résultat, il passe par des produits plus qualitatifs, des produits plus durables. Et c'est important aussi de dire que ce dialogue, cette collaboration doit avoir lieu depuis le début, depuis la jeunesse du produit. Donc c'est un petit peu comme les enfants, tout se joue dès les premiers instants et il faut vraiment pouvoir, depuis le design, où on fige les 3/4 des impacts, il faut pouvoir intervenir dans une logique de durabilité et de long terme. Et donc pour cela, c'est important aussi d'avoir le dialogue autour des bons sujets. Il me semble que tu as parlé des sujets. Et un des sujets importants, en tout cas pour nous, de notre point de vue, c'est le sujet de la matière. Parce que la matière, c'est un petit peu c'est l'éléphant dans la salle et c'est la majorité, c'est la plus grande partie des impacts d'un vêtement. Donc il faut avoir ce dialogue et il faut pouvoir identifier justement ces bons sujets tout au long de la chaîne pour pouvoir, si on reprend l'exemple de la matière, pour pouvoir s'assurer qu'on en perd le moins possible, qu'on en perd le moins possible à la production, qu'on en perd le moins possible en invendu et que quand elle arrive au consommateur dans un vêtement, elle soit responsable, qu'elle soit durable et qu'elle se maintienne dans le temps pour qu'on puisse arriver à un écosystème plus responsable, plus qualitatif,
avec des produits qui connaissent plusieurs vies, avec tout ce qu'on va connaître comme différentes boucles autour du réemploi, du recyclage, de la réutilisation, de la réparation, etc. Et vous développez des outils pour partager cette information-là? Alors, on développe des outils comme celui que tu citais, le PLM, le Product Lifecycle Management, qui est un outil de développement des produits et donc qui permet justement depuis le début de tenir compte des différents impacts qu'on va pouvoir anticiper pour faire les bons choix de matière, les bons choix de style, les bons choix de sourcing également. On a aussi une offre dans le domaine de la traçabilité, donc c'est un des points communs qu'on a aujourd'hui, qui permet aussi de s'assurer qu'on a des matières responsables, qui sont sourcées, qui ne sont pas altérées, qui sont de confiance tout au long de la chaîne. Et c'est ce qui va permettre justement d'avoir le dialogue sur ce sujet primordial de la matière tout au long de la chaîne et avec tous les partenaires, même quand on ne les connaît pas. Parce que c'est vrai qu'on peut travailler avec des fournisseurs historiques, mais on va dire que la fragmentation et la complexité de l'industrie de la mode est telle qu'il y a toujours des fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs, et on a beau connaître les rangs 1, 2, 3, voire 4, on ne sait pas toujours ce qui se passe derrière. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des outils qui nous permettent, même quand on ne connaît pas personnellement les interlocuteurs, de maintenir l'information et maintenir la traçabilité tout au long de la chaîne. Bruno, en parole aux fournisseurs, on en parle depuis tout à l'heure, on va vous donner la parole. Est-ce que c'est plus facile, ce qu'on vient de dire, est-ce que ça s'applique aussi pour vous? Est-ce que c'est plus facile de dialoguer avec ces donneurs d'ordre quand on est proche d'eux? Alors pour répondre à votre question, je vais déjà faire un petit rappel d'un phénomène qui est relativement récent. Et ce phénomène, c'est les profonds changements dans les comportements de consommation. Vous le voyez tous les jours, on est vers, en tout cas pour une partie de la société civile, très demandeur d'une consommation raisonnée, d'une transparence, d'un discours, d'une promesse tenue, d'un discours vrai de la part des marques. Et ça a un impact très important sur l'ensemble de la filière. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, c'est vraiment une remise en cause complète de la filière et de notre industrie, de l'amont à l'aval, qui doit se mettre en place, puisque ça agit sur la reconfiguration de la distribution. Vous l'avez vu récemment avec des disparitions de sociétés, des marques en difficulté, des entreprises aussi en difficulté amont de la filière, avec une distribution qui de plus en plus prend la forme d'un sablier, avec ce qui peut paraître contradictoire, un entrée de gamme avec des marques comme Shine qui continuent de croître, et le tout dans un marché qui paraît contradictoire, où il y a cette demande de transparence et de traçabilité. Les conséquences, elles existent aussi sur l'offre produit, où les fabricants comme nous devons revoir nos cahiers des charges pour nous adapter aux demandes et proposer en fait une offre qui soit la plus éco-responsable possible. On pourra y revenir via le recyclé, la teinture végétale, les cotons organiques et les fibres libériennes qui sont, vous le savez, le lin, le chanvre, des fibres très très vertueuses en termes d'économie décarbonée et de protection de l'environnement. Mais j'en viens à ta question, Karine. Je pense que ce mouvement de fond est un mouvement qui est très important et qui nous oblige, à l'ensemble des acteurs de la filière, à revoir nos modes de fonctionnement. Quand on parle effectivement de travailler en échange direct et en transparence, ça veut dire quand même de la proximité. Quand on parle de traçabilité, ça veut dire de la traçabilité. Alors forcément, je vais militer, je vais sortir mon petit drapeau de la Fédération française de la maille, lingerie et balnéaire. Mais à mon sens, qui peut mieux que notre écosystème local français répondre justement à cette demande forte de traçabilité, de respect des règles à la fois sociétales, sociales, environnementales, de respect des règles qui existent depuis longtemps au niveau des différentes normes européennes. Et je pense que c'est une belle opportunité pour que justement l'amont et l'aval retrouvent des points de convergence, aussi pour une raison simple, qui a une raison de gestion des risques. Vous l'avez vu avec l'instabilité sanitaire, l'instabilité géopolitique. On a maintenant une guerre en Europe.
l'instabilité sismique avec une zone dans le sud de la Turquie il y a peu de temps qui est hautement industrialisée textile et qui est quasiment rayée de la carte. Bref, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments qui montrent qu'on ne peut plus dépendre d'une source d'approvisionnement en pensant que le plus loin, le moins cher et le plus rapide sera éternel. Et donc ça amène, moi je le vois dans les rapports que je peux avoir avec les marques partenaires, ça amène à rediscuter différemment puisque nos clients ont besoin de fiabiliser, de sécuriser et de rendre durable leurs sources d'approvisionnement. Et ça nous amène effectivement à voir, j'essaie de répondre à ta question. Donc une remise en cause, comme certaines marques ont pu se remettre en cause, une remise en cause chez vous, mais je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que vous avez l'impression, parce que Kachen a soulevé le sujet, avec parfois des fournisseurs, des fabricants qui se retrouvent avec différentes demandes de différentes marques et qui se retrouvent au milieu de tout ça, à ne savoir que faire ou à être pressurisés de part et d'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens et vous êtes en ordre de marche pour répondre à toutes ces demandes qui peuvent être parfois contradictoires ou un petit peu différentes? Alors, il est clair qu'il y a un premier constat et qui, à mon sens, est très positif, c'est qu'aujourd'hui, l'aval, les marques, ne se contentent plus uniquement d'un message marketing traditionnel, entre guillemets, classique, d'image de marque. Aujourd'hui, elles doivent nourrir leur communication non plus sur, encore une fois, un marketing classique ou sur des process, mais sur la matière. Et ça, c'est un phénomène nouveau depuis, encore une fois, les crises que l'on a vécues, où la matière, la façon dont le produit final est conçu, d'où il vient, et comment il est fait dans les différentes zones de fabrication, c'est devenu une préoccupation centrale. Moi, je fais souvent le point, lorsque j'ai repris Bugis il y a 8 ans, je n'avais aucun client qui me demandait des informations sur l'origine des matières premières. Aujourd'hui, c'est systématique. Et ça va même plus loin, puisqu'on a même des cahiers des charges de certains gros clients qui nous demandent de nous engager sur le respect de ne pas commander des matières premières provenant de telle et telle zone. Zone de guerre ou zone où le travail est plus de l'esclavage que du travail salarié. Donc oui, il y a ce phénomène important où on redonne du sens aux produits au-delà des paramètres traditionnels que tu évoquais tout à l'heure et qui sont effectivement la livraison rapide, le prix le plus bas et puis le développement produit le plus important. Alors je vais essayer de revenir à ta question et je ne veux pas tomber dans un discours victimaire, mais c'est vrai que j'utilisais tout à l'heure à dessein les tribus gauloises, puisqu'on est relativement peu de survivants amont de la filière en France. Mais il est vrai qu'aujourd'hui se pose un problème par rapport à ces nouveaux enjeux d'une industrie décarbonée, d'une offre produit qui soit éco-responsable. Et donc c'est de l'innovation. L'innovation coûte cher. C'est des nouveaux process qui sont beaucoup moins consommateurs d'énergie et d'eau. Je pense à la teinture. Et cet ensemble-là fait qu'il est très difficile pour des entreprises de petite taille, qui sont souvent, puisque je crois que 70% des boîtes qui sont dans l'amont de la filière en France sont des PMI, PME. C'est très difficile pour ces tailles de sociétés qui sont souvent fragiles financièrement. Alors, pardon de vous couper, mais justement, qui prend en charge aujourd'hui alors, c'est pas vous, forcément, Groupe Etam, Kachen, mais parce que je sais que vous travaillez sur le sujet, vous partagez sur le sujet avec d'autres marques. C'est ce sujet de prendre en charge aussi cette nécessaire modification dont parlait Bruno à l'instant, ces investissements pour être plus responsables. Est-ce qu'aujourd'hui, les marques prennent leur part sur ces nécessaires transitions au niveau des fournisseurs, en termes de R&D et en termes d'investissement? Bien sûr que ce sont les marques qui prennent en charge. À titre d'exemple, donc Groupe Etam, on est à 71% de produits qui intègrent de la matière recyclée ou bio à hauteur de 50% de la masse du produit. Donc j'insiste beaucoup parce que c'est un effort considérable. On ne travaille pas uniquement sur la matière principale, mais à l'échelle du produit.
Et quand je dis qu'on intègre de la matière, c'est pas 2%, 3%, c'est 50%. Cet effort-là nous coûte des millions tous les ans. Je rejoins Bruno, donc la société a évolué, la RSE est devenue un critère important. Les consommateurs sont friands des informations, mais ça ne se traduit pas forcément en acte d'achat, en tout cas ce qu'on constate chez nous. Donc en fait, c'est difficile d'expliquer à la cliente. Enfin, en tout cas, nous, on a fait le choix de ne pas percuter ce surcoût-là sur la cliente. Donc c'est un effort considérable. Donc ça, c'est sur la partie transition de réduction de l'impact des produits. Ensuite, il y a toute la partie R&D. Donc on a la chance d'avoir un tech center qui réalise tous nos prototypages et de la R&D pour le groupe Etam. Et donc c'est là où nous, en fait, on investit beaucoup sur des différents projets de recherche pour réduire l'impact de la teinture, pour réduire l'impact de l'utilisation des fils recyclés pour nous. Donc on consomme beaucoup de dentelle. La dentelle, c'est très technique. Donc on travaille avec des denteliers et des fournisseurs de machines pour bien calibrer, pour pouvoir. Donc je me souviens le projet pour basculer. Donc on a une très grosse gamme de permanents chez Etam. C'est plusieurs millions de produits par an. Et pour basculer ce programme-là en recyclé, on a dû donc travailler. Bon, je pense que c'était 2 ans de recherche avec des partenaires. Encore une fois, l'importance du dialogue donc voilà, pour réussir à intégrer des matières recyclées. Je cite un autre exemple. Là, je vais parler du recyclage textile. Donc nous, on travaille sur la fin de vie de nos produits. On essaie d'améliorer la fin de vie de nos produits. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais finalement, un soutien-gorge ne se recycle pas actuellement. Il n'y a pas de filière de recyclage. Donc on essaie de tacler le problème avec une start-up qui a fait qui est une innovation sur comment dissocier le polyester et l'élastane, donc qui est une matière qu'on utilise beaucoup dans les produits de lingerie. Et on va essayer donc l'année prochaine de sortir une petite capsule de lingerie en utilisant de la matière recyclée en boucle fermée, donc déchets textiles. Et idéalement, donc, soutien-gorge usagé que l'on collecte aujourd'hui dans nos magasins. Et demain, on a essayé de transformer ça en produit de lingerie. Donc voilà, on a ce type de recherche. Et encore une fois, c'est le groupe Etam qui finance ce type de recherche. Effectivement. Laure, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce point ? Oui, alors je pense que ça coûte vraiment plus cher pour tout le monde parce que on parle des matières, c'est évident, une matière bio, ça va coûter plus cher qu'une matière conventionnelle. Côté usine aussi, parce que pour mon sujet de la transmission de l'information, en usine, ça demande d'avoir quelqu'un qui est responsable de tout ça, d'avoir la personne qui est en charge de la RSE, et ça prend du temps. Et je trouve que ça a évolué sur justement le coût qui prend en charge ce coût, où il y a 5 ans, nous, quand on a lancé la boîte, on voyait qu'en fait, il y avait beaucoup justement de marques qui demandaient à leurs fournisseurs, voilà, moi j'ai besoin que tu passes cet audit. Et en fait, les fournisseurs se retrouvaient avec 4 audits différents parce que les marques avaient chacun une feuille de route différente. Et à être le seul à prendre en charge ce coût-là. Et pour le coup, je trouve que ça, on voit une évolution. Et donc, ce que tu dis, Kachen, ça le confirme sur, en fait, comment est-ce qu'on partage ces coûts-là. Et ensuite, après, dépend justement de la stratégie de la marque de est-ce que je décide ou non de rajouter un coût supplémentaire à mon consommateur. Quand on a préparé ce rendez-vous, Bruno, vous m'aviez dit joliment, on amorce un premier pas de danse, les marques et les fournisseurs, mais avant de valser de façon harmonieuse, ça va prendre un petit peu de temps avant de revenir. Et Élie, j'aimerais, vous qui êtes au milieu de tout ça, justement, comment vous voyez ces relations évoluer et finalement, est-ce qu'on est déjà dans des phases de co-construction, de collaboration ? Alors, on n'est pas dans le secret des pas de danse pour savoir exactement comment ça se passe, mais effectivement, l'un des moyens pour réussir à danser correctement ensemble, c'est d'avoir les bons outils et de pouvoir faire circuler l'information, avoir ce dialogue et d'avoir des outils qui facilitent la vie au lieu de compliquer la vie. Moi, je peux faire le parallèle avec ce que je vis dans la fonction RSE, de responsabilité sociale et environnementale, tous les jours. Notamment du fait que Lectra est une société cotée, qui a des grands clients, etc. Et on se retrouve face à la même chose. On a
presque une dizaine de questionnaires RSE différents avec des questions, des audits, des vérifications auxquelles on doit se soumettre, et c'est très chronophage et ça prend beaucoup de temps. Et donc l'idée, c'est d'avoir des outils qui permettent un dialogue et qui permettent de faire circuler l'information au lieu de la siloter. Et dans l'idéal, parce qu'un outil ne répondra pas à tous les besoins, il faut plusieurs outils pour différents besoins, l'idéal c'est que ces outils communiquent ensemble et permettent d'échanger et permettent de transmettre les informations. Mais cette collaboration, elle est aujourd'hui indispensable. Et ce que tu disais, Kachen, avant d'exercer cette fonction dans la RSE, je travaillais, donc c'est ce que tu me demandais tout à l'heure, dans la veille et dans les recherches. Et donc on s'intéressait à ce que faisaient les marques, ce que faisaient les enseignes et à leur chaîne d'approvisionnement. Et dans le temps, il fallait cacher sa chaîne d'approvisionnement. C'était un avantage compétitif, un avantage concurrentiel. Et aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. L'avantage concurrentiel, c'est d'être transparent sur la chaîne. Donc il faut vraiment... ça, c'est une évolution qu'on a constatée. Et ce dialogue est aujourd'hui indispensable. Et ça va même plus loin, parce que Kachen, ses rendez-vous ont lieu avec Paris Good Fashion, qui est bien là aussi pour partager les idées, pour travailler ensemble, ou certains concurrents, mais aussi les pouvoirs publics. Enfin, toutes les parties prenantes se parlent. Et de plus en plus, Kachen, vous me disiez, ce qui fait avancer les choses, justement, c'est que déjà, on est plus transparent avec les fournisseurs. Entre nous, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais vous me disiez que vous aviez un groupe comme ça entre marques de lingerie, et vous voyez vraiment régulièrement. Oui, alors on a créé, face à la pression réglementaire et tout le changement du secteur, on s'est réunis parce qu'on avait les mêmes problématiques. On s'est dit qu'on avait certainement les équipes travaillaient sur les mêmes sujets. Donc on a par exemple pour la lingerie en France un groupe de travail sur les sujets RSE avec quasiment toutes les marques de lingerie françaises. Il y a également donc Paris Good Fashion, je peux aussi citer le Fashion Pact. C'est là où vraiment dans la sphère de la RSE on partage beaucoup de choses. On se partage les fournisseurs, les innovations, des études, nos benchmarks sur les outils de traçabilité. Donc c'est enrichissant. C'est plutôt transparent, c'est-à-dire que nous on cache. Moi ça m'est déjà arrivé de voir le concurrent direct d'Etam et de partager un fournisseur qui nous propose un composant à base de sucre de canne. Enfin, voilà, ce type d'échange qui n'existait peut-être pas avant sur d'autres sujets, et ben là aujourd'hui sur la RSE c'est vraiment beaucoup plus transparent. Je peux également citer un projet par exemple dans le cadre de Paris Good Fashion où là parfois on peut être seul, c'est très difficile de faire avancer des choses, et donc là où collectivement on a intérêt à mutualiser, donc par exemple avec Paris Good Fashion on a lancé un test de collecte de déchets plastiques en magasin, parce que donc tout seul faire venir un prestataire, faire des tournées camions pour récupérer les déchets, ça nous coûtait beaucoup trop cher, mais en mutualisant avec nos pairs, donc on voulait collecter les mêmes déchets pour faire de la boucle fermée, et ben là on a une mutualisation très intéressante. Donc vraiment, transparence, partage des bonnes pratiques. On va voir dans un instant que c'est nécessaire aussi, il faut éviter ces silos du côté des fournisseurs. Mais Élie, tu voulais rajouter quelque chose? Non, ce que j'allais dire, c'est que je te rejoins tout à fait là-dessus, Kachen, et c'est indispensable d'avoir cette collaboration pour un passage à l'échelle, parce que les entreprises, c'est des structures qui ont été très performantes face aux défis économiques. Aujourd'hui, par rapport aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels on fait face, les entreprises ne sont plus adaptées, parce que les entreprises fonctionnent bien quand il y a de la concurrence. Même dans la RSE, on voit qu'il y a même une certaine concurrence pour avoir les meilleurs scorings, avoir accès au financement. Mais aujourd'hui, face à ces défis, il faut des nouveaux espaces de collaboration. Effectivement, Paris Good Fashion, c'est un bel exemple. Et c'est des espaces dans lesquels on doit se fixer des objectifs et des responsabilités qui soient communs. Effectivement, c'est important. Et du coup, même au niveau des fournisseurs, finalement, des fabricants, Bruno, là aussi, il a fallu battre en brèche certaines idées reçues. Il faut se parler, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Alors, je ne sais pas si c'est une spécificité de la filière amont textile française, mais on est champion du monde pour cacher sa copie. Non, c'est vrai que plus sérieusement, il est assez compliqué, même si on est sur une logique de filière, de pouvoir déboucher sur une solidarité de filière,
Ça commence à bouger parce que la plupart des acteurs se rendent compte que de toute façon, la solidarité est absolument indispensable pour pouvoir partager les compétences. Entre les compétences et l'expertise d'un fabricant, d'un filateur, celle d'un teinturier, celle d'un tisseur, d'un tricoteur, on s'aperçoit que lorsqu'on travaille sur des projets communs, sous l'impulsion d'un client, on avance beaucoup plus vite. Pour avoir travaillé en Italie, les Italiens sont un petit peu plus flexibles et comprennent vite qu'il faut travailler en réseau plutôt que d'essayer de cacher sa copie, comme je le disais. Donc effectivement, les choses changent. Je voulais juste rajouter un point qui me semble, c'est un petit peu, tu le sais, ma marotte, c'est ce défi à relever d'une mode beaucoup plus éco-responsable, où on peut utiliser le mot un peu pompeux, où on va essayer de respecter des valeurs et une éthique qui vont bien au-delà de la démarche purement mercantile et de l'accumulation du profit. À mon sens, ça ne peut fonctionner que s'il y a une réelle discussion, échange, débat autour du partage de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, vous le savez, en Europe occidentale, il y a un certain nombre de règles, des droits du travail, un coût du travail, qui fait qu'il y a un déséquilibre très fort dans ce partage de la valeur ajoutée, avec un déséquilibre au profit de l'aval et au détriment de l'amont, ce qui explique aussi qu'il y ait un amont, je vais lâcher le mot, qui est quand même plus proche de l'anorexie que de la santé florissante. Un amont qui a peu investi et qui, à juste titre, quand je reçois des grandes marques, me disent bah, dites donc, par rapport à la Turquie ou à la Chine, votre outil, il est quand même pas terrible. Mais pour sortir de ça, je pense que c'est pas par masochisme des chefs d'entreprise. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut se donner un petit peu de recul et être capable, comme on le fait avec certains gros clients, je vous citerai juste un exemple si on a le temps, de se dire, vous avez cet objectif de prix cible pour pouvoir prendre des volumes auprès de votre clientèle. Nous, nos contraintes de coûts sont celles d'un pays d'Europe occidentale. On ne fait pas ce qu'on veut. On a un certain nombre, et tant mieux, de règles à respecter. Et bien, à partir de là, comment fonctionnons-nous pour atteindre les objectifs? Alors, je cite juste un exemple, et je vais très vite sur le temps. Un de nos clients nous a demandé de travailler sur une matière qui est du lin français, donc récolté en France, cultivé en France, filé en France, dans les Hauts-de-France, tricoté en France chez Bugis, teint en France chez un de nos partenaires et confectionné en France. Donc un produit 100% français, en l'occurrence une très belle marinière 100% lin. Vous pouvez imaginer que quand on ajoute les coûts et que chaque intermédiaire essaie de prendre sa marge, on arrive à des prix stratosphériques. On sait, pour le consommateur, un prix TTC. On s'est mis autour de la table et on a essayé de se dire, bon, l'idée c'est quand même d'abord de créer un événement autour d'un produit réellement 100% français sur une matière où en plus la marque a énormément de choses à raconter puisque vous le savez, le lin est peu consommateur d'eau, peu consommateur d'intrants chimiques. Et on a trouvé un deal. Alors c'est petit en termes de business, mais je trouve l'expérience intéressante parce qu'encore une fois, en se mettant autour d'une table, on trouve des solutions qui peuvent être pérennes dans le temps. Laure ? Je pense qu'autour de la table, si on veut que vraiment il y ait un changement qui se fasse de façon plus rapide, il faut mettre à la fois l'État, les gouvernements, à la fois les entreprises, les associations et le consommateur final. En France, ce qui est génial, c'est qu'on est leader là sur le sujet avec la loi AGEC qui arrive, qui est en place pour les entreprises de plus de 50 millions de chiffre d'affaires et qui oblige les marques de mode à indiquer plusieurs éléments sur leur étiquette de composition. Donc je pense vraiment qu'on va dans le bon sens et que en plus de ça, on est prescripteur aussi avec la loi qui va arriver et qui va obliger justement à indiquer un score environnemental qui va représenter en fait le coût environnemental lié à la production de ce vêtement-là. Donc l'idée, c'est vraiment de donner aussi, de rendre le consommateur final plus sachant pour que justement il fasse ses choix en pleine conscience. Et donc je voulais en profiter pour vous faire scanner ce QR code, voilà, que j'ai imprimé. Donc je vais faire comme dans la roue de la fortune, je vais me mettre debout et vous allez pouvoir prendre vos téléphones
Et ensemble, on va regarder ce que raconte, si vous voulez le faire aussi, mes collègues, vous pouvez. Donc c'est l'histoire d'une veste. Est-ce que vous l'avez? Alors pardon, je vais essayer d'arrêter de bouger. C'est bon? Ah oui, super, vous voulez en double. Génial. Et je vais en même temps la scanner avec vous pour vous raconter justement comment ça fonctionne. Donc on est arrivé jusque-là justement grâce à la marque, là c'est la marque Mage avec qui on travaille. Donc vous voyez au démarrage, on a des informations sur les matières. Donc c'est une veste qui a énormément de composants différents. Et on est arrivé quand même à une traçabilité de presque 4 sur 5. Vous pouvez ensuite choisir la matière sur laquelle vous voulez voir justement toutes les étapes de fabrication et vous rendre compte justement du chemin parcouru, on peut regarder ensemble, et justement des différents pays par lesquels est passée cette veste. On a ensuite un détail sur, au niveau de chacun des pays, quelles sont les certifications des usines. Pour arriver à la fin avec les impacts environnementaux liés à la production de ce vêtement. Donc ça, aujourd'hui, c'est une démarche proactive de cette marque-là. Mais ça va être, à un moment, ça sera obligatoire. Et donc, aux consommateurs, justement, de faire ses choix en prenant le temps aussi de se renseigner sur les impacts des vêtements que l'on achète. Je vous remercie parce que vous venez de nous donner un peu d'espoir, c'est-à-dire que tous les deux, vous venez de nous donner des exemples de co-construction, de collaboration, de ce qu'on peut faire, effectivement, en discutant entre marques et fournisseurs, puisque toutes ces informations, vous êtes allés les chercher finalement auprès des fournisseurs, et ce qui permet de donner cette information aux consommateurs. Justement, Kachen, vous en avez déjà raconté un petit peu, mais est-ce qu'on peut aussi finir ce tour de table sur ce sur quoi vous avez pu avancer, ou sur une belle histoire ou quelque chose qui a permis une collaboration et d'aller vers plus de responsabilité environnementale grâce à cette fidélité que vous avez avec vos fournisseurs? Est-ce que vous avez un exemple en tête, au-delà de ce que vous avez déjà raconté? Alors, je suis sûre que je t'ai donné un exemple la semaine dernière, mais l'exemple m'échappe. Je peux citer, tout à l'heure, j'en ai un petit peu parlé déjà, la dentelle, donc notre dentelle, on va dire, phare, qu'on a voulu donc basculer en polyamide recyclé. On a travaillé avec les denteliers, le fabricant d'outils pour paramétrer les outils. On a réussi, donc on a basculé toute la gamme et on étudie aujourd'hui la possibilité de passer ce polyamide recyclé en polyester recyclé. À côté de ça, on a également travaillé avec nos fournisseurs, donc toujours sur le même produit, sa phase de teinture. Donc la teinture, ça consomme énormément d'eau et d'énergie. Donc on a voulu trouver une technique pour réduire la consommation d'eau. Et on a réussi, donc c'est une technique de coloration par l'impression qui était utilisée dans le textile, mais uniquement pour du motif. Donc nous, on a réussi à le faire sur de la couleur unie. Donc pour vous illustrer un petit peu la technicité de la chose, c'est que quand vous imprimez une feuille A4 avec un photocopieur, une imprimante, vous arrivez à l'imprimer. En revanche, quand vous prenez une feuille vierge au photocopieur, et ben vous allez avoir une nuance de noir. Donc c'est cette nuance de noir qui était compliquée pour nous. Donc on a vraiment travaillé pour avoir quelque chose en plus sur de la dentelle stretch. Donc c'était vraiment très très technique. On a réussi et on est en train d'équiper nos usines de cette technologie. Donc on a créé une usine en Tunisie, donc qui appartient au groupe Etam, qui est dédiée à cette technologie-là. Donc, c'est pas Fairlymed qui a fait la CV, mais un autre cabinet, ce qui a permis de réduire la consommation d'eau de 99%. Donc on est très fiers du résultat et on va essayer de déployer cette technologie-là sur l'ensemble de nos produits. Et là, encore une fois, on n'a pas pu réussir sans nos fournisseurs, sans le dentelier qui nous accompagne depuis plus de 30 ans, sans les équipementiers. Donc voilà, ça a vraiment été un projet de recherche collaboratif. Donc, ça, mon exemple. C'était très bien, c'était parfait. Si on revient au départ pour terminer cette conversation avant quelques questions,
finalement, les prérequis au dialogue, à la co-construction, on a dit qu'il faut parler la même langue, on en a parlé, il faut peut-être se répartir les investissements, ça on en a parlé, que chacun doit prendre sa part, il faut prendre du temps. Est-ce que il y a d'autres prérequis que nous aurions oubliés pour pouvoir avancer sur cette co-construction? On a parlé de la valeur ajoutée aussi, du prix juste. Est-ce que, une fois qu'on réunit tout ça, est-ce que déjà c'est plus facile? Oui, et j'ajoute aussi un peu de courage, parce que nous, au démarrage de tout le projet RSE, on a aussi fait des choix. Donc on a dû aussi se séparer des fournisseurs qui n'étaient pas du tout alignés. Donc des fournisseurs qui refusaient de faire un audit social. À mon arrivée, j'ai dit non, c'était pas possible. Moi, je peux pas piloter une stratégie RSE si le fournisseur il veut même pas faire un audit social. Alors, ça n'a pas été fait comme ça. On a essayé de comprendre, est-ce que c'est pour une histoire de coût, est-ce que comment on peut aider, est-ce que parce que... Donc, on a fait des petites exceptions, par exemple, pour des petits fournisseurs français, un petit atelier de teinture. Voilà, on a fait des exceptions lorsqu'on connaissait bien le cadre, mais des fournisseurs qui refusaient, enfin, qui n'étaient pas du tout alignés sur... nos valeurs, et ben on a dû à un moment donné s'en séparer. Donc c'était pas facile parce que on a toujours tendance à travailler avec des gens qu'on connaît. Il y a l'historique, il y a d'autres prix, lead time, etc., complémentarité de l'offre, etc. Donc c'était pas facile de le faire, mais je pense que c'est ce qui nous a fait aussi avancer assez rapidement. Donc en 3 ans, on a vraiment, donc on est passé d'un taux d'audit par exemple de 66% à mon arrivée à aujourd'hui quasi 100%. On a pu avancer sur plein de projets RSE, on a basculé nos produits. Je rajoute aussi que nous, on peut peut-être être driver sur certains sujets, sur beaucoup de sujets RSE, mais là aujourd'hui ce sont aussi également nos fournisseurs qui viennent nous proposer des innovations. Donc il y a vraiment une dynamique qui s'est installée et donc le petit courage de bien choisir ces fournisseurs avec qui on veut partir, on veut partager l'aventure. Du courage aussi, et puis intégrer toutes les parties prenantes. Donc nous avons autour de cette table ronde, c'est ce qu'on disait. Merci beaucoup à tous les 4. Vous pouvez les applaudir. Et comme ça, il nous reste un petit peu de temps, parce que je me suis fait taper sur les doigts. Il faut que je vais terminer bien à l'heure, mais il nous reste un petit peu de temps pour des questions. Non? Pas de questions? Vous avez la chance quand même d'avoir un beau panel avec vous. Vous n'osez pas? Sûr, c'est parce que on a annoncé qu'il y aurait le cocktail, c'est ça, Stéphanie, hein, c'est ça le problème après. Pas du tout. Bon, bah écoutez, tant pis, c'est en avance alors. Du coup, merci infiniment à tous les 4 pour le partage de ces informations sans opacité, en toute transparence. Et voilà, en espérant que le dialogue puisse se poursuivre, parce que finalement, on boucle la boucle ce soir avec notre sujet de ce matin qui était sur les données. Et l'importance de la data pour éviter le greenwashing. Pour avoir ces données, il faut bien dialoguer et co-construire ensemble. Merci beaucoup à tous les 4 et bonne soirée à tous. Merci.